si le chômage augmente et atteint 99,9%, il y aura toujours les concours. Ça veut dire que même si on est sûr qu'on ne peut pas vous recruter, le concours ne va jamais s'arrêter. Parce qu'on sait ce qui va se passer après. Mais comme on a besoin des frais de dossier, on continue de faire le concours. Si vous remarquez bien, dans la plupart des grandes écoles professionnelles, on diminue le nombre de personnes qu'on recrute chaque année. Parce que la situation sociale est en train de devenir beaucoup plus complexe. Parce que la crise économique est en train de battre son plein. Parce que la Covid est en train de faire fermer beaucoup d'entreprises publiques et privées. Ce qui fait en sorte qu'on a de moins en moins besoin des employés. Parce qu'il n'y a plus d'argent pour vous payer. Est-ce que vous êtes conscient de cette difficulté qui est en train de venir? Est-ce que vous êtes en train de vous préparer par rapport à ce qui est en train de venir? Est-ce que vous êtes en train d'utiliser les outils pertinents qui vont vous permettre de résister face à l'adversité de l'insertion socio-professionnelle qui va se présenter par rapport à vous? Est-ce que vous êtes déjà en train de construire votre réseau qui va vous permettre dès maintenant et beaucoup plus facilement dans le long terme de pouvoir aussi résister à cette difficulté sur le plan de l'insertion? Surtout si vous souhaitez vous insérer en étant un salarié. Ce sera beaucoup plus compliqué de plus en plus. Aujourd'hui, on remplace les personnes bonnes par les personnes excellentes. Parce qu'il y a tellement de personnes bonnes dans la société. Et on remplace les personnes excellentes par des algorithmes d'intelligence artificielle. Est-ce que vous allez pouvoir résister face à ça? Est-ce que vous êtes en train de vous préparer pour résister face à ça? Moi, quand je viens dans une école, à chaque fois, je pose la question aux étudiants, il y a combien d'étudiants dans ta classe? Et lorsque l'étudiant me dit, nous sommes 100. Moi, je prends l'exemple tout à l'heure où il disait, ils sont 1500. Mais si moi, je suis dans une classe où il y a 1500 élèves, la première question que je vais me poser, c'est quels sont les produits et les services dont ont besoin ces élèves chaque semaine obligatoirement? La première question que je vais me poser, et je vais faire une liste. Et dans cette liste, je vais identifier les produits ou les services dont ils ont besoin chaque jour obligatoirement. Et je vais identifier ces services et ces produits, comme par exemple le besoin de s'alimenter. Si on a 1500 personnes dans une classe, vous ne pouvez pas passer toute la journée sans manger. Je sais que sur les 1500, il y a 500 qui vont venir avec les bâtons de manioc de la maison pour manger à l'école. Donc eux, ils disent qu'ils n'ont pas d'argent. Sur les 1000 qui restent, il y a 500 qui vont dire j'ai mangé à la maison en venant. Il va rester au moins 500 qui ont besoin d'acheter quelque chose pour manger à l'école, qui ont besoin d'acheter du pain, qui ont besoin d'acheter de la nourriture. Et maintenant, moi, je pourrais dire, d'accord, je peux mettre sur pied un produit pour vendre à ces personnes-là, même si c'est un produit à grignoter, comme des chips, comme des croquettes, comme des jus. Et ça fait directement un marché de 500 personnes chaque jour sans me déplacer. Vous cherchez de l'argent ou vous voulez vous insérer alors que vous devez déjà vous insérer dans cette classe de 1500 personnes. Il faut commencer par vous insérer dans cette classe. Il faut commencer par développer votre visibilité dans cette classe. Il faut commencer par faire en sorte que ces 500 personnes qui mangent vos chips chaque jour commencent à recommander à d'autres filières qu'il y a un gars là-bas, il vend les chips, c'est très bon. J'ai acheté pour toi. Il faut commencer à trouver des représentants qui vont vous représenter dans les autres classes pour vendre les chips dans tout le campus en même temps avec vos représentants et faire des bilans financiers chaque soir après l'école. Il faut commencer à trouver le moyen de coloniser d'autres établissements. Et cette fois, la formation doit intervenir. Parce qu'il faut former les personnes à pouvoir comprendre l'idéologie que vous avez inculquée dans votre établissement pour que ces personnes soient capables de répliquer ça dans un autre. Il faut être capable d'étendre ça dans d'autres villes, dans d'autres pays. Et à un moment donné, vous êtes en train de créer un réseau relationnel, vous êtes en train de créer un réseau de distribution, vous avez une base de données importante de clients que vous pouvez consolider sur le très long terme. Et voilà votre insertion socio-professionnelle que vous êtes en train de bâtir depuis les bancs de l'école. C'est de ça qu'il s'agit, c'est ça que vous devez faire aujourd'hui. Parce que la société est impitoyable, surtout quand vous êtes jeune. Parce que nous sommes dans un pays où quand vous êtes jeune, on considère au préalable que vous êtes incompétent. Donc il faut d'abord démontrer que vous n'êtes pas incompétent, c'est la première étape. Et quand vous avez fini de démontrer que vous n'êtes pas incompétent, on essaye de voir est-ce qu'on peut faire avec lui. Est-ce qu'il est de la communauté? Donc
nous devons nous battre 10 fois, 20 fois, 30 fois plus que les autres. Nous devons être plus stratégiques. Parce qu'en étant jeunes, comme Eugène le disait, nous devons construire notre pays. Je peux être jeune et construire mon pays. Et ici, pays, c'est l'Afrique, parce que le Cameroun n'est qu'un petit quartier où on transite en attendant. Parce que vos chips, vous pourriez aussi être au Togo, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, et devenir une marque leader de chips, comme Lay's. Ils sont devenus riches en vendant les chips. Les chips. Les chips. Les chips, c'est quoi? Ce n'est pas le plantain qu'on a coupé, on a mis dans... Comment les gens deviennent riches en vendant les chips? Toi, tu dis que tu es ingénieur, tu es pauvre. Comment? Tu es ingénieur au chômage. Comment? Tu es médecin au chômage. Les gens deviennent riches avec le pain chargé. Donc tu as tort. Comme le disait mon maître, le professeur Baïbek, que je salue en passant. Tu as tort de dire que tu ne peux pas créer toi aussi de la richesse. Et tu peux le faire depuis les bancs de l'école. N'attends pas de sortir de l'école pour t'insérer dans la société. Ça, c'est un piège qu'on est en train de nous tendre. Parce que quand vous sortez de l'école, les dés sont déjà pipés. Il faut vous insérer dans la société depuis l'école. Il faut vous insérer dans la société, dans les associations. Il faut vous insérer dans la société en soutenant des mouvements comme Inspiration. Il faut vous insérer dans la société en côtoyant des personnes qui, comme vous, ont les mêmes ambitions et sont en train de réaliser soit les mêmes choses que vous, soit les ont déjà réalisées ou sont en train de le faire, afin qu'ensemble vous puissiez constituer un cercle d'influence qui vous permet d'être plus puissant dans la société. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que le temps passe. Parce que la société ne pardonne pas. Parce que la société n'a aucun respect pour les personnes qui ne sont pas respectables. Et pour être respectable dans la société, il faut s'imposer avec autorité, il faut s'imposer sur le plan intellectuel, il faut s'imposer sur le plan économique et sur le plan financier. Parce que si vous n'avez pas d'argent, personne ne vous respecte. Même dans votre famille. La preuve, c'est que même à l'église, on ne respecte pas ceux qui n'ont pas d'argent. Moi, je connais plusieurs églises où ceux qui sont assis devant, c'est ceux qui ont plus d'argent. Moi, j'ai été servant de messe pendant plus de 10 ans. Les intentions de prière sont payantes. Et que vous venez dire que vraiment, je veux qu'on prie pour mes enfants qui vont composer l'examen tout à l'heure, ou alors cette année, et c'est payant. Ça veut dire que le pauvre a tort, même à l'église. Il a tort. Partout dans la société, il a tort. Il a tort même à l'hôpital. Quand le pauvre arrive à l'hôpital, il a tort. Il meurt parce qu'il n'a pas d'argent. Moi, je connais des hôpitaux où il y a des pauvres séquestrés depuis des mois. Ça veut dire que c'est des personnes qu'on a soignées, qui n'ont pas pu payer leurs factures et qu'on a confisquées à l'hôpital depuis 3 mois, 4 mois, 6 mois. C'est la raison pour laquelle le nouveau ministre de la Santé actuel, lorsqu'il a été nommé, il a eu à faire sortir certains prisonniers d'hôpitaux. Parce qu'on croit qu'il y a seulement la prison en Konengue. Il y a la prison à l'hôpital. Les pauvres sont enchaînés mentalement, psychologiquement, parce que n'ayant pas d'argent. Et comment dans une société qui a une répression aussi violente vis-à-vis des personnes qui n'ont pas de moyens financiers, vous pouvez vous permettre de parler de l'argent en riant? Le débat et le sujet sur l'argent ne doit pas être amusant. Ça veut dire qu'on parle de l'argent, ça doit être avec beaucoup de sérieux. Parce que si vous n'avez pas d'argent, vous risquez d'être le prochain encerclé à l'hôpital. Votre enfant risque de décéder parce que voilà, vous n'avez pas eu les moyens pour payer pour qu'il soit dans une couveuse. Je tiens à vous préciser que dans une ville comme Yaoundé, dans tous les hôpitaux publics, privés et confessionnels, il y a moins de 100 couveuses. Fait que si votre enfant c'est le 101e et qu'en plus vous n'avez pas d'argent, il va mourir devant vos yeux. Et personne n'aura d'émotion vis-à-vis de sa mort. Parce que ces personnes voient les gens mourir à longueur de journée. Et ce n'est plus un événement. Moi, je me rappelle une fois, j'étais dans un hôpital que je suis obligé de ne pas citer. Et nous étions de garde. Il était 3 heures du matin. L'équipe médicale était déjà fatiguée, couchée dans la salle de garde. Et une femme vient. Elle crie, docteur, il y a une femme qui est morte aux urgences. On dit, est-ce que c'est une urgence alors? Laisse-nous dormir. Est-ce qu'on soigne la mort? Si elle est morte, mettez un drap blanc sur elle, le matin, on va la porter.
On n'a pas de respect même vis-à-vis du mort pauvre. Parce que le mort pauvre est différent du mort riche. C'est pour ça qu'il y a le mot mort et le mot décédé. Quand un pauvre meurt, on dit qu'il est mort. Quand un riche meurt, on dit qu'il est décédé. Quand un pauvre meurt, on parle du deuil. Quand un riche meurt, on parle des obsèques, la célébration de vie. Ça veut dire que même dans la mort, vous n'avez pas d'honneur quand vous êtes pauvre. On vous oublie. Peut-être on va même vous enterrer dans un endroit où on ne pourra même plus identifier où vous étiez. Donc on vous enterre dans un endroit, on revient 10 ans après, on dit que hey, c'est pas ici qu'on l'avait enterré, c'est pas où, c'est là-bas. On a oublié l'endroit où vous enterrez. Parce que durant votre vie, vous n'avez pas marqué votre destin comme Eugène. Pour que nous soyons là aujourd'hui en train de faire une conférence pour lui rendre hommage. Est-ce que vous aussi, quand vous allez partir, on va vous rendre hommage de cette façon? Questionnez-vous dessus. C'est aussi ça l'insertion socio-professionnelle, c'est-à-dire, quel est le rôle que vous avez eu dans la société dans laquelle vous étiez? Est-ce que ce rôle mérite qu'on vous donne des hommages après votre départ? Ou alors on va vous oublier comme la plupart des autres? C'est la question que vous devez avoir, c'est la problématique qui doit être la vôtre et c'est la raison pour laquelle, pendant ces près de 2 heures de temps, j'ai partagé avec vous mes minuscules connaissances. Je vous remercie.